Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je ne suis ni de Nantes ni de Rennes, mon accent vous dira d'où je viens. Merci à l'URPS de m'avoir contacté il y a quelques semaines en me demandant de venir témoigner. C'est important, je pense qu'il faut qu'on en parle. Pour moi, j'ai rien préparé, j'ai préparé mais sans écrit. Je vais me confier à vous sur mon histoire, je vais rien vous cacher, parce que je pense que certains seront concernés, d'autres vont se sentir concernés. J'ai dispensé 2-3 séminaires déjà sur le même sujet dans le cadre du DPC. On a hospitalisé le surlendemain, des collègues qui sont venus au séminaire, qui ont assimilé des choses, parfois mal réagi pendant le séminaire. On leur exposait des choses, ça leur remontait. Et le lendemain, on les appelait, et 2 ont fini en hospitalisation. Donc je vais me confier à vous. Comme a dit Gwenaël juste avant, je pense que Gwenaël a un peu défloré mon sujet, donc je le remercie, je gagne un peu de temps puisqu'on est en retard. J'étais un médecin comme Gwenaël. J'avais envie de prendre du temps pour les patients. J'avais envie d'avoir des associés, de participer aux instances. Donc je faisais de la FMC, du DPC, je participais au tour de garde d'effecteurs mobiles sur l'île. J'ai trahi mon origine, mais l'accent... Et puis petit à petit, le temps a fait que ça m'a épuisé. Je vais évoquer d'abord mon épuisement. Donc il y aura beaucoup de moi ou de je. Je suis désolé, j'aime pas ça, mais on m'a demandé de vous rapporter mon expérience. Donc j'ai décidé de le faire. Dans un second temps, rapidement, je vous montrerai simplement que nous, tous ici, nous avons des ressources, des choses, des gens, des organisations qui sont là pour nous aider. Et enfin, un petit symbole qui m'a bien aidé aussi par la suite. Donc mon épuisement, ce qu'on appelle le burn-out, comme on dit, moi je l'appelle un épuisement personnel, parce que c'était professionnel initialement, mais ça a modifié toute ma vie. Donc j'avais la même vie que Gwenaël, je ne vais pas répéter. Les petits dessins sont là pour peut-être expliciter plus facilement ce que j'ai vécu. La charge de travail qui augmente, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne sur la Bretagne. En moyenne, moi j'avais 65 actes par jour. Le manque de vacances, le manque de sommeil, effectivement, je prenais 2 à 3 semaines par an, voire moins. Progressivement, mon investissement dans la FMC disparaît, j'écris moins de séminaires, je ne participe plus au tour de garde et inconsciemment, je m'isole dans le travail. Puis, les addictions arrivent. On est en Bretagne, je sais que les addictions, bon, c'est pas... Vous et nous, dans le Nord, on est un peu renommés pour ça. Moi, j'ai encore une passion pour le jeu de cartes. Le mercredi soir, le tarot s'est transformé en beuverie. On va pas cacher la vérité. Puis la famille s'en ressent, c'est-à-dire que vous dégringolez, votre couple explose, vos enfants vous les voyez plus, et puis ça finit par un divorce. Mais vous continuez à bosser parce qu'il faut travailler. Et puis les documents, la comptabilité, la fameuse comptabilité du remplaçant qu'il faut refaire, les déclarations, les cotisations à la CARMF, les cotisations aux URSSAF. Tout ça, ça se complique un peu pour vous, et ouvrir les courriers, ça devient compliqué. Donc j'ai mon tas de courriers qui augmentent chez moi, avec des enveloppes pas ouvertes. Les charges qui s'alourdent, les factures qui commencent à être difficilement payées, qu'on n'ouvre pas, qu'on paye pas, on a des rappels, des 10%, des 20%, des 30%. On travaille de plus en plus pour combler les trous qui se creusent de plus en plus. Donc en travaillant beaucoup, on n'est pas forcément moins efficace, et on se trouve avec des plaintes. J'en ai une. Bon, paradoxalement, c'est une plainte ridicule, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui se plaignait que j'étais arrivé chez lui, que j'avais renversé et cassé un vase. Bon. Il a perdu devant le Conseil de l'Ordre, mais c'était quand même une plainte. Et puis là, vous avez ce tableau. Moi, je suis passé directement à la case 4. C'est-à-dire que je suis allé à la pharmacie du coin, qui était un copain, qui est la seule pharmacie 24/24 qui existe à Lille. Je lui ai demandé du Temesta, du potassium et un bêta-bloquant. Et j'ai avalé à peu près 30 pilules de chaque. Malheureusement, ou heureusement aujourd'hui, encore une fois j'en souris,
j'ai un copain qui est pas amoureux de moi, mais presque. Et comme il m'a envoyé un SMS à je ne sais plus quelle heure, parce que je dormais profondément, j'ai pas répondu, il s'est présenté chez moi et il m'a trouvé en train d'agoniser. Donc il a appelé le SAMU, je me suis retrouvé en réa 3 jours. Et le message à mes parents et à ma famille, c'était on ne sait pas s'il passera la nuit. Parce que comme on disait ce matin avec Eric dans l'atelier sur la prévoyance, il vaut mieux pas se rater quand on se suicide, parce que si vous vous ratez et que vous avez des séquelles, la prévoyance vous couvre pas forcément. Donc moi je me suis pas raté, c'est quelqu'un qui est venu interrompre le processus. Pourquoi je dis que je suis passé directement à la phase 4 ? C'est que les phases 1, 2 et 3, elles sont maintenant dans ma tête et dans mon esprit, parce que j'ai réfléchi sur ce qui s'est passé. Mais toutes ces phases 1, 2, 3, on les identifie pas forcément. Le burn-out, il arrive directement au 4. On s'en rend pas compte. Ça arrive, ça vous tombe dessus, et pendant des mois et des mois, vous avez sombré dans la case 1, 2 et 3, mais il faut travailler. Parce que ce matin, M. Enthoven disait je soigne donc je pense. Moi, j'ai transformé tout ça en soigne et tais-toi. On est tous investis d'un métier fabuleux, où on est vraiment, la plupart d'entre nous, très très motivés. On veut soigner Monsieur Parkinson, on veut soigner Monsieur et Madame Michu, comme ce matin. Et on veut surtout pas être le sale con, mais surtout le type merveilleux. Je reprends les mots de Monsieur Enthoven, parce que ce matin, son discours m'a vraiment touché. Et effectivement, en réfléchissant, entre ma phase d'installation au cabinet et la phase de suicide, il s'est passé tout ça. C'est-à-dire que mon sommeil a commencé à s'altérer. Le matin, je me levais, pas en forme. Le soir, j'avais du mal à m'endormir. Et puis, il faut rentrer. J'ai rentré à 22, 23 heures. Fallait faire la comptabilité. Et puis, les addictions, ça aide pas. Le travail, on s'isole. C'est-à-dire que vous arrêtez tout le reste, sauf la médecine. Donc, je faisais des rendez-vous de 7h à minuit. C'est la vérité, et je suis pas le seul, loin d'être le seul. Et tout à l'heure, j'écoutais Gwenaël qui disait c'est difficile de faire la différence entre un vrai et un faux burn-out. Aujourd'hui, je le sais, ce qu'est un vrai burn-out, mais je le sais parce que j'y suis passé, mais je pense que 99% des gens qui vont faire un burn-out ne le savent pas encore. Et effectivement, c'est compliqué. Ça vous tombe dessus, vous vous en rendez pas compte. Donc les 3 jours de réanimation, ça s'est suivi de quelques semaines en psychiatrie. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes suivi par un psychiatre, 99% de burn-out sont qualifiés comme des pathologies bipolaires par les psychiatres. Tous les médecins en burn-out sont dits bipolaires. Ce qui est complètement faux, mais parce que le burn-out pour les psychiatres n'existe pas. Alors je résume un peu, mais c'est un peu la vision des choses. Alors j'ai pas voulu tuer l'ambiance après cette belle journée, donc j'ai mis 2 diapos là-dessus, et maintenant on va parler du côté positif, parce que avec Madame, c'est ça, j'ai arrêté l'alcool. Avec Madame Guichard au téléphone, j'avais dit que je voulais pas que ce soit mélancolique, je voulais pas que ce soit catastrophique, mais que c'est du positif aujourd'hui. Alors elle a été étonnée, je pense, de notre discussion, du côté positif des choses, mais aujourd'hui, je suis là, ça fait partie de ma thérapie. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas envie, J'ai pas envie d'être applaudi parce que c'est ma thérapie, donc c'est personnel. C'est limite égoïste, ce que je fais là. Mais en même temps, voilà, j'ai décidé d'en parler parce que c'est une espèce de... Oui, c'est pire que ça, c'est limite corse, quoi. C'est l'omerta absolue. Les patients, effectivement, ce midi à l'atelier, j'ai entendu ouais, mais t'es médecin, t'avais de l'argent, comment ça se fait que t'es tombé dans la merde, quoi. Moi, j'habitais sur un golf, désolé, monsieur Enthoven, mais c'est vrai. Et j'ai fini avec le RSA, quoi, vous voyez. Je suis passé de 10 000 euros par mois à 473 euros. J'ai fini SDF, j'ai été hébergé par un ami. Enfin voilà, c'est des choses incroyables. Mais j'ai voulu insister en ne mettant que 2 diapos négatives, c'est les 2 précédentes. Et maintenant, on va parler des positifs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. Eric en est le symbole. Et je suis content d'avoir croisé, je ne le connaissais pas, mais j'ai rencontré plein d'associations de médecins qui me sont venus en aide. Un truc que j'aimerais vous dire quand vous installez dans le monde libéral, excusez-moi.
qu'on disait ce matin aux jeunes étudiants. Là, on parlait, Gwenaël parlait de la comptabilité. Je pense qu'il faut déléguer pas mal de choses. Ne pas s'isoler derrière nos bureaux. La comptabilité, on n'est tous pas comptables du tout. On est des humanistes. Donc compter, faire un calcul de prévoyance de caisse de retraite, pour nous, ça nous dépasse. En plus, c'est toujours après notre activité. Donc c'est toujours le soir, sur votre temps libre. Ça, c'est, voilà, il faut déléguer. Moi, là, je vais vous confier un secret. Voilà, peu de gens le savent. Voilà, pour aller mieux, un jour, je suis allé voir le psychiatre et je lui ai dit, mais il m'a dit de quoi t'as besoin? Je lui ai dit, d'une curatelle. J'ai dit, soulage-moi des papiers et je vais aller mieux. Personne n'avait eu l'idée. Personne. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il me demande, est-ce qu'on continue la curatelle? Je dis non, c'est bon, je suis guéri, je suis revenu à moi, je travaille, voilà. Donc là, je suis en levée de curatelle, mais c'est moi qui ai dû demander la curatelle. Donc il y a un problème de prise en charge. Pareil, au Conseil de l'Ordre, j'ai rencontré des gens, des associations qui sont là pour nous aider. Ça se développe de plus en plus. Il y a quelques années, ça n'existait pas trop. Au sein du Conseil de l'Ordre, il fallait pas trop parler du burn-out, c'était un peu, voire beaucoup l'omerta. Aujourd'hui, il y a des gens. J'ai croisé l'association MO, c'est un service de médecine du travail et des professions de santé. Le SPS, dont Eric me parle souvent. Le PASS maintenant qui existe, et le Conseil national de l'Ordre. Je marque le Conseil national de l'Ordre, j'ai pas envie de rentrer dans les débats, voilà, j'ai mon avis sur le Conseil départemental et régional, voilà, bref, peu importe. Voilà, le tout, je pense il faut tomber sur les bonnes personnes. Il y a des gens qui sont à l'écoute, je pense qu'il y en aura de plus en plus, fort heureusement, et notamment au Conseil de l'Ordre. Donc ça, c'est l'association MO, qui est maintenant a été avalée par l'association PASS. Mais ce sont vraiment des gens très disponibles. J'ai voulu les mentionner, je ne sais pas si quelqu'un avait notion, mais c'est vraiment des gens qui réagissent et qui s'adaptent à vous. Voilà, maintenant il y a le PASS, le programme Aide Solidarité Soignant, avec un numéro vert. C'est un système de prise en charge, d'entraide, accompagner et personnaliser la reprise de l'activité du médecin. Bon, je passe tout ça puisque c'est pas très essentiel. Dans le PASS, la philosophie, c'est quoi? C'est de vous soigner dans le même cadre de secret médical que nous on peut respecter dans le cadre de nos activités personnelles, professionnelles. Ce sont, comme disait Eric, des gens formés qui vont vous aider. On va dire le burn-out, le médecin concerné par le burn-out va choisir ce qu'il veut faire. C'est toujours en collaboration avec vous-même. C'est pas du tout quelque chose un parcours imposé. Il y a des systèmes d'hospitalisation prévus. Il y a une clinique à Toulouse, je crois, qui s'est ouverte il y a peu de temps. Et donc il y a des numéros verts, des choses comme ça. L'essentiel de mon propos, c'est de dire que voilà, j'ai rebondi, je suis devant vous, je suis là pour si je peux en sauver un, j'aurais gagné. Je l'ai déjà fait dans une formation où il y en a eu une qu'on a vraiment extirpée par hasard. Elle s'est inscrite à la formation et franchement, on n'était pas loin de la perdre. Et je pense que pour les jeunes qui vont s'installer, comme pour les plus vieux de mon âge, mais bon, il est un peu trop tard pour nous, je pense. Pour les jeunes, je pense qu'il y a cette image de la chaise qui est vraiment très intéressante. Gwenaël l'a évoqué juste avant. C'est un équilibre à trouver. Donc il n'y a pas que, moi j'ai rajouté à vie personnelle et vie professionnelle d'autres choses. Hein. La vie personnelle, la vie professionnelle, la vie physique et la vie psychique. Alors, je pense que c'est très individuel. Chacun y mettra ce qu'il veut. Mais je pense que faut bien comprendre que même si dans le professionnel ça va très bien, s'il y a un élément de la chaise qui se fragilise, que ce soit la vie personnelle, la vie physique, la vie psychique, la maladie par exemple dans la vie physique, le professionnel peut dérailler aussi. Et c'est là où je dis que c'est pas, le burn-out est peut-être mal défini. Et je l'appellerais plutôt moi comme un épuisement personnel et pas que professionnel. Mais c'est pas pour rien qu'on ait une profession avec un taux de suicide supérieur à la moyenne. C'est pas pour rien que 50% des soignants sont à risque de burn-out et que 10% y sont. C'est pas pour rien. Donc je pense qu'il faut pas se voiler la face. Et je vais finir par une phrase que m'a dit mon meilleur ami dans le lit quand j'ai ouvert les yeux. Il était à côté de moi, en réa, et il m'a dit je croyais que t'étais Robocop. Eh ben non, on n'est pas Robocop. Bravo.
Bravo pour ce témoignage et surtout bravo pour les messages vraiment lumineux et d'espoir que vous teniez à transmettre. Alors, je voulais vous poser une question d'ailleurs. Est-ce que à l'époque, vous auriez pu participer à une journée comme ça? Vous auriez réussi à vous extirper justement de ce quotidien? Non. Prenez le micro si vous voulez. Mais on peut discuter tous les deux, mais Non, je n'y participais pas. J'avais pas le temps. ouais. Cette phrase, j'ai pas le temps, je l'ai entendue depuis ce matin, mais des centaines de fois, quoi. Les gens se disent on se dit tous entre nous, on n'a pas le temps. C'est ça quoi. Ouais. Mais des gens qui, enfin, mon père me disait, des gens qui ont pas le temps, il y en a plein les cimetières, quoi. C'est pas faux. Est-ce que vous souhaitez vous-même, ça a peut-être chamboulé plus ou moins certaines personnes ou des personnes que vous avez eues dans votre entourage. Il y a quelque chose, en fait, vous disiez que finalement, pour se sortir d'un burn-out, il faut l'assumer. Il faut s'en rendre compte, il faut l'assumer, savoir dire je ne sais plus, j'ai besoin d'aide. Mais en même temps, vous m'avez dit aussi que finalement, la caractéristique du burn-out, c'est qu'on ne se rend compte de rien jusqu'à ce qu'on craque. Donc, moi, je peux identifier le jour exact où c'était un lundi matin, je me suis levé et je suis resté dans mon canapé et ça a duré pendant 2 mois où j'ai pas bougé mon canapé. Je ne mangeais plus, je gérais plus mes affaires, je mentais aux gens, je faisais croire que j'allais au cabinet, machin. Alors, après, il y a eu d'autres conséquences. Bon, je suis pas rentré dans les détails, mais la société du soupçon dont a parlé Monsieur Enthoven ce matin, je me suis retrouvé dans les journaux. Les gens ont inventé que j'étais parti avec la caisse du cabinet en Tunisie. Je me suis retrouvé avec le GIGN ou je sais pas quoi, à 6h du matin, ils sont venus me chercher avec les menottes, en garde à vue, le mec, l'OPJ me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, docteur? Bah, je sais pas, vous venez de me chercher, moi je dormais, donc, je suis venu avec vous, quoi. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, c'est, parce que le médecin a une espèce d'image incroyable, où vous devez des choses, soi-disant, vous devez des choses aux gens, enfin, c'est incroyable. Et puis, où vous êtes censé être fort, donc s'il arrive quelque chose, voilà. C'est le syndrome de Robocop. Voilà. C'est ça, la santé des soignants, mais c'est juste la santé des hommes et des femmes avant tout. Alors, je vois qu'on a monsieur là-bas qui souhaite... on va vous apporter un micro. Je suis psychiatre. Je suis bipolaire. Vous avez dit pour les psychiatres, le burn-out n'existe pas, tous les patients sont bipolaires. Je vais corriger pour les psychiatres que j'ai rencontrés et ils sont multiples. Je m'inscris en faux contre ça, puisque... J'espère. Moi aussi, hein, moi aussi. Je ne me sens pas spécialiste de la maladie bipolaire. Sur la question du burn-out, c'est vrai que nous sommes très prudents dans le diagnostic de burn-out. Vous savez, tout à l'heure, le collègue a raconté sa journée de médecin libéral. Dans une journée de psychiatre libéral, on va voir 2-3 patients. Je me souviens quand j'ai fait mon burn-out. C'est un mot qui est devenu complètement galvaudé, où on y met absolument tout, n'importe quoi, ça exprime de la souffrance. Mais c'est vrai qu'on va plus essayer de s'attacher à ce qu'est cette souffrance plutôt qu'à ramener à ce qui définit le burn-out, qui est quand même quelque chose d'extrêmement précis. Et notamment, ce qui est important dans le burn-out, c'est la perte de sens. C'est ce moment, et les médecins connaissent ça. Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais les médecins connaissent ça quand ils se mettent à faire des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'est l'engagement dans la pratique médicale, à ce qu'est la pratique du soin et à ce qu'est du soin tout simplement. Donc notre prudence par rapport à l'utilisation de ce terme, elle tient à ça. Il ne s'agit pas d'aller en révoquer complètement la signification ni l'existence, mais c'est celle-ci. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est la question du burn-out pose la question de la victimisation. Et nous sommes pris dans un tas de processus et donc de procédures dans lesquelles il y a des démarches en vue d'une reconnaissance de victimisation. Et c'est jamais simple en matière de psychiatrie. Cette impression de subir, en fait, les choses, d'y être... Il y a la pression sociale qu'on ressent tous plus ou moins, et parfois on se sent investi de missions presque divines. Donc voilà, c'est... Moi, on m'a reproché de ne pas pouvoir récupérer des dossiers médicaux à mon cabinet, alors qu'il y avait 3 associés.
Donc je suis passé dans les journaux parce que juste pas parce que j'étais parti, hein, juste parce que les gens pouvaient pas récupérer leur dossier parce que j'étais pas là. J'ai été radié de l'ordre des médecins. Le motif que sur l'attestation que j'ai réussi à récupérer, est parti sans laisser d'adresse. Merci l'ordre des médecins, quoi. Quelqu'un d'autre souhaitait peut-être parler? Oui. Alors on vous amène un micro. D'abord, bravo, sincèrement. Parce que moi, j'en cherche des types qui veulent témoigner. Et je vais te dire, ils sont rares parce qu'ils ont peur. Et il faut que la peur cesse. Et la honte aussi. Et la honte le sentiment aussi. De honte. Voilà. Nous sommes des humains comme les autres. Nous faisons la plus belle profession du monde, oui, mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on doit payer cher derrière et qu'on est servile. Et la première chose qu'on doit savoir dire dans la vie, c'est non. Et le non est structurant pour tout le monde, pour nos enfants, pour les structures qu'on a en face de nous, pour nos collègues et pour nos patients aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai été obligé de fermer mon cabinet parce qu'il y a un mort dans la famille de ma remplaçante. Il m'appelle, je leur dis non. Je suis désolé, c'est fermé, bonne journée. Allez voir le suivant. Et je n'ai pas honte de ça. Ce que je voulais dire simplement, c'est que tu as osé parler de ton suicide et je t'en remercie aussi parce que ça, c'est une honte cachée en France. Et le mot suicide, quand on le dit, tout le monde a l'effroi dans le dos et puis ça sidère tout le monde, puis personne ne bouge. Il faut arrêter d'être comme ça, il faut bouger. Donc tu l'as très bien dit. Donc je voulais simplement donner une petite différence entre les deux modes de suicide. Parce que tu parles de l'épuisement et tu dis c'est un épuisement personnel. Oui, ça anéantit la personne. Ça, c'est une analyse a posteriori. Hein. J'entends, de ta fonction de docteur, tu es passé à l'humain qui a été anéanti par ta fonction de docteur, premièrement. Mais il faut faire la différence entre la dépression qui est liée à un problème personnel dans ta famille, un divorce par exemple, sans que c'était des problèmes de travail. Mais qui non, c'était moi qui avais choisi le divorce, ouais, heureusement. J'entends, mais malgré tout, voilà. ça bousille quand même ta vie privée de divorce, et puis ça retentit sur ton travail, et là on passe en épuisement professionnel. La différence, c'est le suicide dans les deux modes. Ce n'est pas le même suicide entre la dépression et entre l'épuisement professionnel. Si je me permets de le faire, c'est pour que vous l'intégriez tous. Dans la dépression, les gens écrivent un scénario et le préparent. Et quand on arrive dans le scénario, on peut empêcher la personne de se suicider. Si on arrive au milieu du scénario, on dit stop, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Je suis là, je vais t'aider, je te prends. Et on l'emmène. Dans l'épuisement professionnel, c'est complètement différent. Ils sont tous suicidaires, ceux qui sont en épuisement professionnel, sauf que eux-mêmes ne le savent pas qu'ils le sont. Voilà, c'est ça. Et je raconte, une infirmière de la PHP, je lui ai demandé, elle est toujours vivante, qui s'est suicidée au sortir d'une salle toxique, d'une réunion dans la structure, tellement toxique qu'elle est sortie, elle allait se pendre dans son bureau avec le fil de son téléphone. Elle a été chopée par ses copines qui l'ont débranchée. Et après, je lui ai demandé, mais t'avais eu des idées dans ta vie? Elle n'avait jamais eu d'idées suicidaires. Donc c'est là où il faut vous méfier tous autour de vous, parce que maintenant vous allez être des sentinelles, puisque je vous ai formé en 3 secondes là. Tous ceux que vous repérez autour de vous et qui ne vont pas bien, vous ne devez pas les lâcher tant que vous ne les avez pas emmenés chez quelqu'un d'autre qui va les suivre, qui va les écouter. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont à potentiel suicidaire 100%. Et ils rentrent chez eux et vous dites après, ah, j'avais pas prévu qu'ils allaient se suicider. Ben, je viens de vous le dire. Si tous les épuisés professionnels sont des suicidants à 100%, à l'insu de leur plein gré. Voilà, c'est ce que je voulais passer. Merci. Et merci encore à toi. C'est le côté, on s'en rend compte de rien, en fait. Ça vous tombe dessus un jour et c'est imprévisible. Alors, pour terminer, justement, qu'est-ce que vous diriez sur, voilà, si on est en épuisement professionnel? Puisqu'il faut pas, en même temps, il faut pas attendre que ça arrive, mais en même temps, on s'en rend pas compte. Il y a deux choses. En préventif, c'est trouver un équilibre. C'est la chaise. Trouver un équilibre dans sa vie, déléguer les choses. On a parlé ce matin du courtier pour l'assurance, on a parlé du comptable, on a parlé déléguer. C'est vraiment on peut pas tout faire derrière notre bureau. Les médecins généralistes sont tout seuls derrière leur bureau, il faut arrêter ça. Et quand ça vous arrive, je pense qu'il faut savoir lutter contre cette honte dont parlait Eric et dire voilà, je vais demander de l'aide. Moi, tout s'est résolu le jour où j'ai demandé de l'aide. Mais bon, il était trop tard, j'étais passé à l'acte. Mais le jour où j'ai dit stop, curatelle, aidez-moi, machin, truc bidule, c'est terminé. Mais là, j'ai repris le boulot, je m'occupe du médico-social, d'HAD, voilà. C'est donc le discours d'Elisabeth Hubert m'a passionné. Mais voilà, j'ai repris le boulot, tout va mieux. Mais c'est à partir du moment où j'ai réussi à dire je suis malade et aidez-moi. Parce que parfois on vous dit il est malade mais il est médecin, il va sortir. Non, aidez-moi. Je ne suis pas un Robocop. Réussir à demander de l'aide. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir très fort Docteur Bartier pour son témoignage sur son parcours de vie.